une lune du mercredi, une femme moustachue et le derrière d'une mule, chaque 100 ans, il ne faudrait en voir qu'une. Languedoc, me dites-vous. Oh, bien avant que le Languedoc soit une région française avec ses frontières administratives, ses circonscriptions judiciaires et son académie, le Languedoc était tout bonnement la langue d'oc, l'âme d'un pays qui s'exprime avec ses mots. La langue d'oc, ainsi nommée parce que hoc voulait dire oui dans cette langue, c'est-à-dire le hoc dérivé du hoc latin. Elle est à distinguer donc de la langue d'oïl que nous employons aujourd'hui des provinces du Nord à celles du Midi. Au XIIe et XIIIe siècle, ce sont les troubadours qui ont su faire chanter la langue d'oc. Troubadour, littéralement trouveur en vieux provençal. Des poètes lyriques tout bêtement, trouveurs de mélodies, de chants, de textes. Ils sont joyeux ancêtres des amuseurs d'aujourd'hui. Les troubadours distrayaient les cours féodales, la noblesse oisive, et non loin de là, dans les bourgades voisines du château, les paysans, eux, s'amusaient de l'idiot du village. Le nigaud, le mauvais, le singe de terre, ou l'œuf de poux, comme on l'appelait communément. En Languedoc, il y a une réelle tradition du pouilleux. Les gens d'esprit se moquaient de leur simplicité en avançant quelques devinettes du pays assez bizarres, comme celle-là par exemple. Hommes et femmes, allons au lit, nous ferons le métier de chaque nuit, nous mettrons poilu sur poilu, nous cacherons le pauvre nu, qu'est-ce donc mon beau nigaud? Mais l'œil, bien entendu. Coutume joyeuse et quelque peu moqueuse, le pays du Languedoc est toujours de bonne humeur. Alors partons découvrir des villages et des gens farceurs dans l'âme et dans le sang, hommes et femmes à l'accent cadencé, là-bas, en Languedoc-Roussillon. C'est en terre languedocienne, entre Méditerranée et Cévennes, au pays des garrigues vallonnées et des marais salants, que le département du Gard nous accueille aujourd'hui. Notre promenade nous emmènera tout d'abord en Petite Camargue, à Saint-Laurent-des-Gouzes, paradis des chevaux et des taureaux camarguais, où terre et mer se disputent depuis toujours la suprématie du lieu. Ensuite, nous irons célébrer la fête de la cerise et de la fourche à Sauve, petite bourgade cévenole à l'aspect médiéval, bâtie dans le roc et baignée par le Virdoul. Mais pour l'instant, partons pour le pittoresque village de Saint-Laurent-des-Gouzes, planté au milieu des marais et qui doit, semble-t-il, son nom à l'occupation wisigothe. Sa première appellation fut Saint-Laurent-des-Goths. La langue provençale, qui s'est quand même pratiquée chez nous presque jusqu'à maintenant, qui a horreur des désinences dures, l'a traduit par Saint-Laurent-des-Gozes, de même que le Rhône, on dit Loura-Rosé. C'est toujours très doux, c'est une langue très douce. Et de Saint-Laurent-des-Gozes, à la Révolution, on a traduit en français Saint-Laurent-des-Gouzes, D''G'. Nous pouvons nous enorgueillir, d'après ce que disent les textes, d'avoir un château qui a appartenu au comte de Toulouse, puis ensuite à la famille des comtes de Saint-Gilles, je crois, puis la famille Calvière. Cette famille Calvière étant une succession des abbés de Psalmodie. L'abbaye de Psalmodie qui est à l'origine de la création de Saint-Laurent. Elle était un moment d'évolution du gothique dans le Midi, ce qui est quand même intéressant parce que le gothique a été très long à pénétrer dans le Midi. Elle a été ravagée par les guerres de religion qui ont été très, très dures dans notre pays. L'abbaye ne s'est jamais relevée de ses ruines. Ce qui en fait le charme précisément, c'est cette espèce de mélancolie qui se dégage de cette abbaye perdue au milieu de ces marais, sur cette légère éminence. Il n'y a que des souvenirs, il y a une âme. Je crois que les arènes ont toujours été sur la place. Toujours, ouais. Il y a toujours eu la dualité du mythe entre la foi chrétienne et la foi du taureau, la Fédibio. On a l'impression presque que les taureaux sortent de l'église, mais en fait ils sortent du tauril qui est à côté de l'église. À 2 pas de la place et de ses arènes vit Monsieur Roux, le seul bourrelier de la région qui perpétue encore la tradition familiale du travail artisanal. Depuis près d'1 demi-siècle, il fournit aux Guardians leur fameuse selle.
Je fais tout à la main, comme mon père m'a appris, je continue toujours pareil, voilà. De père en fils, on est toujours dans sur le même travail. Mon père il était à cheval sur le règlement lui aussi, il fallait faire ça, il fallait pas faire autre chose. Hein. Voilà, là ce matin j'ai fait le siège, je vais attendre qu'il sèche et puis après il sera sec, je le découperai et puis il faudra passer les ondulages. Hein. Vous voyez, tout le tour là, de devant, tout le long du siège, jusqu'à derrière, vous voyez. Je passe là derrière et ça vient encore là, jusqu'à là devant. Voilà. Je reçois le cuir, les arçons, il faut remonter des platines, vous voyez. Voilà. Vous voyez. Je reçois les arçons, je me fais une petite platine. Je mets les anneaux là pour les détrier, vous voyez. Voilà, vous voyez, tout est doublé, vous voyez, tout est fait à la main. Là, ça fait plus joli, ça fait des lacets là. Vous voyez, ça c'est les étrières, là, vous avez les sangles là. Vous avez le coussinet encore, il y a du boulot pour faire tout ça. Ça, c'est une selle gardienne. Oui. Alors là, nous sommes comme dans un fauteuil. On est plus tenu parce que quand on sort un taureau, il faut crocheter, vous voyez. Et si on avait une selle rase, ben, des fois, on se retrouverait à côté. Les étriers sont spéciaux aussi, vous voyez. Ce ne sont pas les mêmes qu'en équitation. Hein. Armand est gardien depuis sa sortie de l'école. C'est dire combien il connaît les taureaux. En Camargue, le gardien fait figure de cow-boy. Sa tâche est de mener les manades de taureaux. Le manade, c'est le terme local pour un troupeau de taureaux sauvages. Ces taureaux sont destinés à la course camarguaise. On fait souvent des confusions, rien à voir avec le spectacle espagnol, avec la corrida. En fait, nos taureaux vont en piste, on joue avec eux pendant un quart d'heure, on les ramène à la maison. Et le but, c'est même d'avoir dans la manade des taureaux recherchés. On a un système de végétariat. Les gens viennent nous demander le taureau qui leur a plu. Et certains taureaux finissent par être très demandés et avoir leur nom en gros caractère sur l'affiche. On fait passer les taureaux qu'on veut emporter dans l'entonnoir et on les pousse jusque dans la petite arène qu'on appelle un bouin. Là aujourd'hui c'est une course de protection, donc il faut que ce soit un taureau de moins de 5 ans, qui n'ait pas trop de métier. En fait cette course sert justement à apprécier ses qualités en le faisant courir avec des raseteurs débutants. J'ai un diplôme d'ingénieur en informatique, j'ai fait mon travail pendant des années. Et puis mon père et mon oncle avaient repris la manade. Et quand eux-mêmes se sont trouvés à l'âge de la retraite, j'ai dit tant pis, on verra bien, on bascule. J'ai laissé tomber mon travail pour m'occuper de la manade avec eux qui m'aident encore. Les jeunes taureaux choisis par Monsieur Espelli partent pour l'arène de Saint-Laurent pour leur toute première course camarguaise. Au village, avant le spectacle, les conversations vont bon train. Les avis sont partagés, les esprits s'échauffent. Tout le village est en effervescence et s'est donné rendez-vous aux arènes. Aujourd'hui, il s'agit d'une course de protection, une course de rasetteurs débutants où hommes et bêtes doivent faire leurs preuves. Un rasetteur, d'abord, c'est un individu, un jeune individu en principe. C'est un homme habillé de blanc, c'est une manière d'être présenté esthétiquement au public. C'est un homme qui possède un crochet, il doit aller lever ou décrocher les attributs qui se trouvent sur la tête du taureau, qui sont fixés, c'est-à-dire une cocarde, 2 glands et 2 ficelles. Rasetteur, je pense que cela vient du mot raser, passer le plus près du taureau.
Un raseteur a une carrière de 8 ans bien remplie. Les tourneurs, généralement, ce sont des anciens raseteurs qui, ne pouvant plus participer en tant que raseteurs, deviennent des tourneurs. En l'occurrence, comme moi-même. Le rôle primordial du tourneur, c'est de placer le taureau dans les meilleures conditions possibles pour que le raseteur puisse, à l'aide de son crochet, décrocher les attributs qui sont fixés sur les cordes. Rien n'est fait au hasard, quoi, je veux dire. On fait les choses en fonction du taureau. Les raseteurs ont des accidents et bon, évidemment, les coups de corne, ça fait partie de la carrière d'un raseteur. Et en 18 ans, j'ai été blessé pas mal de fois, quoi. Et j'ai coups de corne transpercé la jambe, des coups de corne de 20 ou 25 cm. C'est quand même une passion qui est dangereuse. Quittons à présent Saint-Laurent-des-Gouzes et sa passion pour les taureaux et dirigeons-nous plus au nord, à l'orée du massif Cévenol, à quelques kilomètres au nord-ouest de Nîmes, pour célébrer à Sauve la fête de la cerise et de la fourche. Sauve fut autrefois un haut lieu de la production de la cerise connue dans l'Europe entière. Mais le village est aussi célèbre pour ses arbres à fourche. Depuis le Moyen-Âge, selon des techniques apportées par les Sarrasins, on fabrique ici la fameuse fourche en bois de micocoulier, un arbre de la famille de l'orme. Aux abords du village, au cœur du domaine des micocouliers, Robert et François, tailleurs de fourches depuis des années, nous dévoilent les secrets de sa fabrication. Là, vous avez la fourche finie. Maintenant, je vais vous faire voir la technique de la taille de la fleur de lys. Comment nous obtenons les trois becs là. Nous avons provoqué la fleur de lys. Alors, vous voyez ici, il y a 3 bourgeons que nous allons garder. Nous allons les conserver. Et ceci va donner une fourche comme cela. Voilà. Ce bec est plus gros que l'autre. Alors il faut enlever de la végétation pour que la sève monte dans les 2 autres becs. Nous on appelle ça l'arbre à fourche. C'est le micocoulier. Ça fait des graines, ça fait des micocoules que nous on appelle. Et ça pousse, si ça tombe par terre, ça pousse. Ça fait un petit micocoulier. Ou que ça tombe, ça pousse. Alors c'est pour ça qu'il y en a beaucoup. Pour avoir une fourche adulte, il faut compter entre 6 et 8 ans. La fourche de Sauve est réputée pour sa solidité. Cette année, on en a fait 600. Et dans quelques années, on compte en avoir plus. Avant, j'en faisais 8000. Plus. Ouais. 100 000. 100 000. 70 000. 70 000. Ouais. Vous êtes ici dans les locaux de fabrication des fourches. C'est une ancienne caserne de dragons qui a été aménagée pour fabriquer des fourches en 1815. Vous avez le four. Voilà. Et là, vous avez la fourche brute qu'on vient de couper sur la matte. On prend la fourche et on la met dedans. Quand cette fourche pleure, vous voyez là, il coule de l'eau. Il va couler de l'eau. Alors, on la prend, on l'appelle. C'est Robert. On l'appelle, on se signe tout autour. Après, quand c'est tout autour, ça passe au plégaille. Allez, au plégaille. On va prendre cette fourche, on va la placer là-dedans et on va redresser le manche. Alors, on va quicher, mais à chaud, ce bois à chaud, il se travaille très bien. Alors, on peut en faire ce qu'on veut. Avec cet appareil, on le fait. C'est un barou et on quiche. Une fois qu'on a travaillé le manche, on le passe à cet appareil.
Ça s'appelle une escalette. Voilà, c'est ça qui va donner la forme de la fourche. Après, on va au métier. Une fois au métier, vous voyez, on prend l'escalette et on enquille la fourche. On la plie. Voilà. Et on laisse sécher. Ensuite, on y met sa cravate. C'est une peau qu'on a gardée du pelage. Là. Quand ça passera au four, il restera la trace blanche de la cravate. Et elles sont stockées 1 an. C'est pas la période de fabrication là, puisqu'on est en été. La période de fabrication, c'est en hiver, c'est-à-dire du mois de février au mois de mars, c'est quand la sève des arbres est en bas. Je suis venu ici tout petit, quoi. Et depuis, j'ai pas bougé d'ici, c'est un village magnifique. Hein. C'est très beau, surtout quand on est en haut, qu'on regarde la vallée. On est bien. C'est pas un village d'où on a envie de partir. Bonjour François, bonjour Robert. Bonjour Martine. Ça va? Ça va. Bien alors donc les préparatifs de cette fête demain, hein, de la fête de la fourche et de la cerise. Pour la 3e année, bon, ben, ça va aller, je pense que ça va marcher. Il va encore y avoir la fête à Sauve, c'est super. Le village a eu une période très importante, c'est le 10e, 11e, 12e siècle. Il y a eu, d'après certains historiens, jusqu'à 8 à 10 000 habitants. Donc c'était une place médiévale importante. Il y avait des seigneurs très puissants, qui étaient les Bermond, de la famille donc, des Bernard d'Anduze. Et tout ça apparent avec les comtes de Toulouse, de par là même les rois de France et les rois d'Angleterre. Le château qui domine le village, il y a donc les ruines du Castellas, du château des Bermond. Et puis alors si on va un petit peu plus loin, eh bien là on va découvrir, planté au milieu de ces rochers gigantesques, le château de Roquevert, qui est un château du XIIIe siècle. Au milieu de ces rochers, il y a une végétation assez abondante. Alors là poussent des oliviers, les figuiers, les cerisiers. C'est un jardin extraordinaire. Un jardin extraordinaire qui a fait la gloire de Sauve et de ses cerises au début du siècle. Bien, bonjour Georges. Bref, comment va? Très bien, et toi? Ouais, tu venais voir un peu les cerises? Je venais voir les cerises. La cerise de Sauve fut très connue entre les deux guerres, même avant 14-18, puisque la cerise était expédiée, la dure qu'on appelle de Sauve, qui est en fait le bigarreau de juin, était expédiée sur l'Angleterre. Parce que c'est une cerise qui supportait le voyage et qui était très ferme. On l'expédiait soit en Angleterre, soit même en Russie. Ça paraît extraordinaire quand on dit qu'il partait de Sauve, depuis le sud de la France, des cerises qui aboutissaient en Russie à l'époque. Mais ce que je retiens surtout, c'est que ces cerises avaient une qualité gustative incomparable. C'était la réflexion du soleil sur les rochers qui donnait à cette cerise une saveur et un goût particulier. Ah, au niveau de la pêche, avait quelque chose d'extraordinaire. Nous sommes dans le pays de la cerise. Et souvent des pêcheurs, moi j'ai vu pratiquer des pêcheurs. À cette saison, attraper un poisson qu'on appelle le cabot. Et ils pêchaient avec, à l'hameçon, ils mettaient une cerise et ce poisson était friand de la cerise. Et lui, il gobait la cerise et était pris. Et vous voyez, donc, même la cerise de Sauve était appréciée par les poissons. Si on considère que La Fontaine a été un grand fabuliste, Florian a fait des écrits extrêmement délicats. C'était le 2e fabuliste de France. Et Florian a été donc baptisé dans l'église de Sauve. Oui. Florian a composé le plaisir d'amour. Plaisir d'amour ne dure qu'un instant, chagrin d'amour dure toute la vie. Alors le fabuliste Florian a été baptisé à Sauve et nous avons gardé dans nos archives son acte de baptême. Le 12e mars 1755 a été baptisé Jean-Pierre de Clarisse de Florian, né le 6 du présent mois, fils de noble François.
Jalouse de l'omniprésence du soleil de ces derniers jours, la pluie a décidé d'ouvrir les festivités. Mais il en faut plus pour désarmer les habitants. Même sous la pluie, la fête tiendra sa place. Et si le marché aux cerises, la visite guidée des ateliers des fourches, la foire au troc des vieux outils, les dégustations, les jeux et les buvettes qui constituaient l'essentiel du programme ont été annulés, accordéon, vielle à roue, cabrette, mandole et banjo ne manquent pas à l'appel pour raviver l'ambiance et faire oublier les caprices du temps. Mais ici, en terre sévenole, le soleil ne reste jamais absent bien longtemps.